Le 26 juillet symbolise la journée internationale pour la conservation de l'écosystème des mangroves. Il s'agit d'un moment très important pour prendre en charge les besoins de protection d'un des écosystèmes les plus riches au monde. Cette journée a une importance capitale donc, pour l'écosystème mangrove. Donc, qui dit écosystème mangrove parle d'un écosystème estuarien qui se développe dans les zones marécageuses où on trouve les vasières. Donc cette mangrove est essentiellement composée de 4 espèces. Donc nous avons le Rhizophora, communément appelé palétuvier rouge, avec les racines échasses. Nous avons l'Avicennia, donc qu'on retrouve dans la zone de Tobor avec les pneumatophores. Et il y a le Laguncularia, qui est une espèce donc, qui vit un peu plus en haut donc, de la vasière. Et enfin le Conocarpus. C'est les différentes espèces qu'on trouve au Sénégal. Depuis 2006, une campagne de reboisement de la mangrove est lancée en Casamance. Cette journée est une occasion pour faire le bilan de cette action en faveur de l'écosystème des mangroves. À Ziguinchor, les populations ont très tôt compris l'importance de conserver la mangrove. Donc c'est dans ce sens que si vous prenez un peu la route qui mène du pont Émile Badiane de Ziguinchor jusqu'à Tobor, vous vous rendez compte que toute cette mangrove a été restaurée. Et ça, c'est un tout petit aspect par rapport à toutes les superficies qui ont été restaurées. Si vous balancez un peu à l'intérieur vers Djilakoun, vers Koubalan, vous vous rendez compte que cette mangrove a eu à être restaurée. Et actuellement, elle a pris. Donc là, elle a atteint la strate de mangrove moyenne. Donc ce qui dénote donc, de la qualité donc, et de la réussite donc, de ces reboisements qui ont eu à se faire depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. La préservation de cet écosystème est donc synonyme de reproduction et de conservation pour de multiples et diverses espèces. Ils sont pour la plupart issus de coalitions de partis engagés dans la course pour le contrôle de l'hémicycle le 30 juillet prochain. Ces plénipotentiaires et autres responsables de la société civile ont répondu présent à l'appel du GRADEP pour une formation sur le processus électoral et l'aspect pratique du scrutin. Ndiaga Sylla, initiateur de ce projet, lève un coin du voile sur l'activité. Nous avons pensé qu'il était important, justement pour relever le défi de la participation massive et qualitative, que nous puissions justement organiser cet atelier pour échanger justement donc avec ces acteurs autour de la nécessité effectivement de comprendre les enjeux et les défis de ces scrutins, mais aussi justement maîtriser les différentes séquences du processus électoral, en particulier le rôle et la responsabilité de chaque acteur. Aussi, comprendre en fait, donc, le processus permettrait peut-être d'assurer des élections libres et transparentes, mais aussi surtout de garantir et de préserver la stabilité du pays. Pour leur part, ils sont nombreux à trouver pertinente l'activité, même si on déplore son organisation tardive. Fatou Badi Aris, de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, tout comme Daouda Diatta du Parti pour l'action citoyenne, ont partagé leurs sentiments. Une campagne civilisée, une campagne apaisée. Surtout en Casamance, nous en avons besoin. Si on continue ce processus d'information, de sensibilisation, de partage, je crois qu'à l'avenir, nous allons aboutir à des élections apaisées, des élections civilisées, faire la politique autrement. C'est vrai que nous regrettons un tout petit peu de l'heure que, n'est-ce pas, qui sont venus, parce qu'à une semaine, pour des élections particulières au Sénégal, je pense qu'ils auraient dû venir assez tôt. Mais j'avoue que c'est une initiative vraiment citoyenne. C'est dire qu'il appartient désormais à tous les acteurs de jouer leur partition pour la réussite de ces élections législatives du 30 juillet. Encore une fois, on instrumentalise l'une des plus hautes juridictions du pays, le Conseil constitutionnel. Mais il faut que le Conseil constitutionnel sache que le principe de la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel. Et que le Conseil constitutionnel n'a pas le droit de montrer à la face du monde que c'était une juridiction qui était à la merci du pouvoir. En parlant de l'insécurité, vous savez qu'il y a une situation grave qui se passe.
Vous avez vu tout ce qu'il y a comme mort d'hommes pendant la campagne électorale, mais ça, il faut en parler. Personne n'est protégé. Les candidats ne sont pas protégés. Vous avez vu ce qui nous est arrivé avec un accident terrible de la circulation. Pourtant, nous avons payé 15 millions de francs CFA de caution. Mais en dehors des candidats, mais la population n'est pas en sécurité. Des enfants sont tués, des personnes sont tuées, mais où sont les forces de l'ordre? C'est un moment d'effervescence, la campagne électorale. C'est un moment où il y a un engouement populaire pour choisir les autorités qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, l'État, le régime actuel, n'organise rien pour que la population soit en sécurité, pour que les candidats soient en sécurité. C'est une autre catastrophe qu'il faut absolument dénoncer. Il faut absolument dénoncer. Nous avons droit à un État responsable parce que les conventions, et je le répète, internationales, font de l'État le principal responsable de notre sécurité. Malheureusement, nous avons un État qui a failli, qui a démissionné, qui est à terre. La crainte d'une instabilité liée à la marche prévue hier à la place de l'indépendance et initiée par Maître Abdoulaye Wade s'est évaporée. Une prise en charge correcte de la situation qui est tout à l'honneur des forces de sécurité. Ces dernières ont su prendre leurs responsabilités face au risque de déstabilisation du pays. Mais au-delà de cet événement, c'est le rapport entre Maître Abdoulaye Wade et la violence qui pose un véritable problème au pays. Certes, le Sénégal n'a jamais connu de coup de force militaire, mais l'histoire politique du pays est émaillée d'incidents parfois sanglants, hélas. Au centre de ces violences se trouve toujours un homme, Abdoulaye Wade. Les événements sanglants de 2012 sont encore frais dans les mémoires collectives pour étayer cette réalité. Cet homme n'a jamais renoncé à la violence. L'instinct perturbateur a toujours habité le pape du Sopi, adepte de l'instabilité. Opposant, il l'a été, président, il le fut. Et aujourd'hui encore, il plonge le Sénégal dans une ambiance délétère qui peut être lourde de conséquences pour la stabilité du pays. Pendant 43 ans, le Sénégal a frôlé le chaos par la faute d'un homme âgé qui refuse de nous laisser en paix et donc de devenir un vrai patriarche au service exclusif du peuple qui lui a tout donné et à qui il ne rend qu'un cadeau souillé, parfois ensanglanté. Le sud de l'Europe en proie aux incendies. En Italie, en France et ici au Portugal, les flammes se sont intensifiées ce mardi et une dizaine de villages ont dû être évacués au centre du pays. Cette région où un terrible incendie avait fait plus de 70 morts le mois dernier. Quelques 2000 pompiers portugais mais aussi espagnols tentaient dans la soirée de freiner l'avancée des flammes sous les fortes chaleurs et les bourrasques de vent. En Italie, des feux se sont déclarés dans la province de Foggia au sud et sur l'île de Sardaigne. Près de Rome, une épaisse colonne de fumée s'échappait dans le ciel, créant des embouteillages vers l'aéroport Fiumicino. Une fumée sûrement toxique selon les autorités, le feu ayant balayé une déchetterie. En France, ces 2 derniers jours, 4000 hectares sont partis en fumée, l'équivalent de près de 3000 terrains de football. Surtout en Corse et dans le sud-est de la France, notamment dans le département du Var. La France a sollicité 2 avions Canadair à l'Union européenne. Un premier avion prêté par l'Italie est déjà arrivé en Corse. Il en avait fait l'une de ses priorités internationales. Emmanuel Macron est parvenu à réunir les 2 leaders rivaux de Libye et à leur faire signer un accord de sortie de crise. Une première. Le courage qui est le vôtre aujourd'hui, en étant présent ici et en agréant cette déclaration conjointe, est historique. Une feuille de route qui prévoit notamment un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la lutte antiterroriste, l'organisation d'élections au plus vite, la mise en place d'un processus de réconciliation nationale et enfin, la construction d'un État de droit souverain et démocratique. Dans une interview exclusive pour France 24, Fayez El-Sarraj s'est félicité de cet accord.
La rencontre était très positive malgré quelques divergences. Nous avons parlé de l'urgence de préparer un meilleur environnement pour les élections, d'unifier les institutions et bien sûr du fait que les élections soient la seule solution. À la tête du gouvernement libyen d'union nationale depuis l'accord de Skhirat signé fin 2015, Fayez al-Sarraj peine à imposer son autorité en dehors de la capitale Tripoli, malgré le soutien de la communauté internationale. Une légitimité contestée par le maréchal Haftar. Ce militaire, ex-compagnon d'armes de Mouammar Kadhafi, s'est exilé 20 ans, puis a contribué à la chute du dictateur en 2011. Commandant en chef de l'armée nationale libyenne, il compte aujourd'hui sous ses ordres près de 35 000 soldats et accumule les gains militaires sur le terrain. Début juillet, il annonçait la libération de Benghazi à l'est du pays, sous le contrôle des milices depuis 3 ans. Paris considère désormais le maréchal Haftar comme le principal rempart contre la menace djihadiste et souhaite le réintégrer dans l'équation politique. Ils poursuivent le boycott du site malgré le retrait des portiques de sécurité par Israël. Les Palestiniens ont prié par milliers au pied des murailles de la vieille ville de Jérusalem, mais les gardes frontières ont dispersé violemment ces milliers de fidèles. L'installation de caméras de surveillance à reconnaissance faciale à la place des portiques est dénoncée par les autorités palestiniennes qui refusent toujours de reprendre leur collaboration sécuritaire avec Israël. Toutes ces nouvelles mesures qu'Israël a mises en place depuis le 14 juillet doivent être retirées pour que les choses reviennent à la normale à Jérusalem et que nous puissions reprendre notre travail dans le cadre des relations bilatérales. L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon, a dénoncé cette attitude depuis New York, arguant que l'autorité palestinienne est à l'origine des violences. La priorité numéro 1 d'Israël est de maintenir la sécurité des fidèles et des visiteurs au mont du Temple. La priorité numéro 1 des Palestiniens est d'initier la violence. Mahmoud Abbas a l'audace de clamer qu'il recherche la paix, mais ce qu'il fait, c'est promouvoir et glorifier la terreur. Hier soir, les forces de l'ordre israéliennes ont attaqué la foule de fidèles palestiniens au moyen de bombes assourdissantes et de tirs de balles en caoutchouc et n'ont épargné personne, ni les ambulanciers, ni les journalistes.